Chapitre 31. Sur les monts aux moineaux. L'orage disparut sans trace, et projetant son arche au-dessus de tout Moscou, l'arc-en-ciel s'étendit à travers le ciel, buvant l'eau de la Moskova. En haut, sur une colline entre deux petits bois, on voyait trois silhouettes sombres. Volande, Korofiev et Behemoth, en selle sur des chevaux noirs, contemplaient la ville qui s'étendait de l'autre côté du fleuve, avec les éclats du soleil brisé qui luisaient depuis les milliers de fenêtres orientées vers l'ouest sur les tours du monastère de Novodevitchi, qui ressemble à des pains d'épices. L'air se mit à bruire, et Azazello, derrière la cape noire duquel volaient le maître et Marguerite, descendit avec eux auprès du groupe qui les attendait. « Il nous a fallu vous déranger, Margarita Nikolaïevna, et vous, maître, » dit Volande, après un temps de silence, « mais ne m'en veuillez pas. Je ne pense pas que vous le regrettez. Eh bien, fit-il, à l'intention du seul maître, faites vos adieux à la ville. Il est temps de partir. » reprit Volande, en désignant de sa main gantée d'un gant noir à crispin le point où des milliers de soleils faisaient fondre les vitres de l'autre côté du fleuve, et où, au-dessus de ces soleils, flottait le brouillard, la fumée et la vapeur d'une ville chauffée à blanc tout au long du jour. Le maître sauta à bas de son cheval, quitta les autres cavaliers et courut vers le ravin au bord de la colline. Sa cape noire traînait par terre derrière lui. Le maître posa son regard sur la ville. Au tout début, il eut le cœur étreint par une tristesse soudaine, mais très vite cette tristesse se mua en une angoisse douce, l'émotion de l'errance tzigane. Pour toujours. C'est quelque chose à quoi il faut donner un sens, chuchota le maître, et il passa sa langue sur ses lèvres sèches et fendillées. Il se mit à écouter et à noter précisément tout ce qui se passait dans son âme. Son émotion avait cédé place, lui semblait-il, à la sensation d'avoir subi un outrage profond, impardonnable. Mais cette sensation était fugace, elle disparut, et allait savoir pourquoi elle se changea en une indifférence hautaine, puis en pressentiment d'un repos qui n'aurait pas de fin. Le groupe des cavaliers attendait le maître en silence. Le groupe des cavaliers voyait la longue silhouette noire gesticuler tout au bord de l'abîme, tantôt levant la tête comme pour projeter son regard loin par-delà toute la ville et tout voir jusqu'à ses confins, tantôt penchant la tête comme pour examiner l'herbe flétrie et piétinée sous ses pieds. Behemoth, un bout de patience, parla le premier. « Permettez-moi, maître, dit-il, de siffler en guise d'adieu avant la chevauchée. »« Tu pourrais effrayer la dame, » répondit Volande, « et qui plus est, n'oublie pas que tu en as fini pour aujourd'hui de tes scandales. »« Ah non, non, messire, » répliqua Marguerite, assise en amazone sur son cheval, une main sur la hanche, de sorte que le bout de sa traîne pendait jusqu'au sol. « Laissez-le faire, qu'il siffle. Je me sens triste avant le long voyage. N'est-ce pas, messire, que cette tristesse est parfaitement naturelle, même si nous savons qu'à la fin du voyage, le bonheur nous attend? Qu'il nous fasse rire un peu, sinon j'ai peur que cela ne s'achève par des larmes et tout serait gâché avant le grand départ. » Volande fit un signe de tête vers Behemoth, et celui-ci, tout excité, sauta à bas de son cheval, se fourra les doigts dans la bouche, gonfla ses joues et siffla. Les oreilles de Marguerite vibrèrent. Son cheval se cabra, les branches mortes tombèrent des arbres de la forêt. Une volée de corbeaux et de moineaux fendit les airs, une colonne de poussière dévala vers le fleuve et l'on vit dans le tramway fluvial, passant devant l'embarcadère, que quelques passagers perdaient leurs casquettes dans l'eau. Le sifflement fit tressaillir le maître, mais il ne se retourna pas, au contraire, il se mit à gesticuler d'une façon encore plus inquiète, levant le bras au ciel comme pour menacer la ville. Behemoth jeta à la ronde un regard triomphant. « Ah, mais c'est ce qui s'appelle siffler, il n'y a pas à dire, » remarqua Korofiev avec condescendance. « C'est vrai que c'est siffler, mais tant qu'à être impartial, c'est très moyen comme sifflement. »« Mais je ne suis pas un chef de chœur, » répondit Behemoth avec une dignité boudeuse, et il lança un brusque coup d'œil à Marguerite. « Laisse que j'essaye en souvenir du bon vieux temps, » dit Korofiev. Il se frotta les mains, souffla sur ses doigts. « Mais gare, hein, gare !» fit la voix sévère de Volande sur son cheval. « Pas d'os cassé. »
Messieurs, faites-moi confiance, répliqua Korofiev, la main sur le cœur. Pour rire, juste pour rire. Ici, soudain, il se déplia de tout son long comme s'il était en caoutchouc, fit une espèce de figure alambiquée avec les doigts de sa main droite, s'enroula comme une vis et se déroulant soudain, il siffla. Ce sifflement, Marguerite ne l'entendit pas, mais elle le sentit au moment où, en même temps que son cheval brûlant, elle se vit rejetée à une centaine de mètres. À côté d'elle, un chêne en fut déraciné, et la terre se crevassa jusqu'au fleuve. Un pan de berge énorme, en même temps que le quai et le restaurant, se retrouva dans le fleuve. L'eau se mit à bouillonner, à s'élever, et une grande vague rejeta sur l'autre rive, basse et couverte de végétation, tout un tramway fluvial, avec ses passagers, tous totalement indemnes. Un choucas, tué net par le sifflement, tomba au pied du cheval de Marguerite, qui renâclait. Ce sifflement fit peur au maître. Il se prit la tête à deux mains et courut retrouver les compagnons de voyage qui l'attendaient. « Eh bien, » lui demanda Volande du haut de son cheval, « toutes les dettes sont soldées, les adieux sont faits. »« Oui, ils sont faits, » répondit le maître, et, apaisé, il leva un regard droit et hardi vers Volande. Et c'est alors que la voix de Volande, terrible comme celle de la trompette, roula au-dessus des montagnes. « Partons !» avec le sifflement violent et le rire de Behémoth. Les chevaux s'élancèrent. Les cavaliers s'élevèrent et partirent au galop. Marguerite sentait que son cheval, déchaîné, prenait le mors aux dents et elle tirait sur les rênes. Une rafale de vent poussa la cape de Volande sur la cavalcade. La cape se mit à recouvrir le ciel du soir. Quand, l'espace d'un instant, ce voile noir fut repoussé de côté, Marguerite, en pleine course, se retourna et vit que non seulement elle n'avait plus derrière elle les tours multicolores avec l'aéroplane qui tournoyait au-dessus, mais que depuis longtemps, la ville elle-même s'était enfoncée sous terre et n'avait laissé qu'un brouillard.